Bienvenue à cette 18e virtuelle du climat organisée par l'APCC. Donc, moi, je me présente, je suis Fanny Pennet, présidente de l'APCC, donc Association des professionnels en conseil carbone. Et donc, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette webconférence sur les enjeux et les impacts du secteur agricole. Quelques mots donc avant de démarrer cette conférence. Donc, vous rappelez que notre événement, la mission de notre événement, c'est de permettre aux entreprises et collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Ainsi, chacune de nos webconférences, donc une trentaine de webconférences et plus d'une vingtaine d'ateliers vous sont proposés qui tentent de vous apporter des solutions pour répondre à ces questions. Vous rappelez également que cette aventure est possible grâce aux coporteurs, donc l'APCC que je représente aujourd'hui, mais également l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, l'ABC, Association Bilan Carbone, et puis la Fédération Sinov, Fédération des métiers du conseil et de l'ingénierie. Dire également un grand merci à nos sponsors et partenaires, sans qui cette aventure n'aurait pas été possible. Et on est vraiment très, très heureux de les retrouver, de vous retrouver toujours plus nombreux à nos côtés. Et donc également, bien sûr, à tous nos partenaires qui ont su diffuser cette information et faire aussi de cet événement une réussite grâce à vos nombreuses participations. Nous avons souhaité cet événement gratuit. Pour autant, vous pouvez nous soutenir et aller donc effectivement faire un don sur le site du Sommet virtuel du climat. Je vous remettrai le lien dans la discussion. Pour des aspects logistiques, donc je vais tout à l'heure effectivement laisser la parole à Marie-Charlotte Leroy et à Marine Dechamps-Guillaume donc pour cette webconférence. Vous pourrez leur poser vos questions dans l'onglet questions-réponses en bas de votre écran. Donc, vraiment pour les questions que vous souhaitez voir répondre pendant la webconférence. Et puis, vous pouvez faire part de vos remarques, commentaires dans l'onglet discussion. Mais il y a bien effectivement ces deux modules distincts. Donc, vraiment sur la partie questions, utilisez le module questions-réponses. Enfin, le replay et les slides de ce webinaire seront disponibles donc courant décembre sur le site du Sommet virtuel du climat. Donc, pour tous ceux qui sont inscrits, vous aurez un mail directement pour vous avertir de la mise à disposition du replay et des slides. Donc, les supports seront également à disposition téléchargeables. Après, si certaines questions restent en suspens de votre côté, n'hésitez pas à envoyer un mail aux intervenants. Donc, je transmettrai le mail des intervenants à la suite avec le questionnaire de satisfaction. Également, vous pouvez prendre rendez-vous via les modules qui sont disponibles sur les pages intervenants. Notamment, c'est le cas pour E2M. Bien, après cela, je crois que j'ai terminé pour la partie introduction et donc je vais donc laisser la parole à Marie-Charlotte Leroy. Merci, bonne webconférence. Merci. Alors, hop, je vais vous partager mon écran. Normalement, tout fonctionne bien. Donc, bonjour à tous, Marie-Charlotte Leroy. Donc, je suis très contente, voilà, vous êtes assez nombreux derrière l'écran aujourd'hui. J'espère que vous avez tous pu être là, en tout cas ceux qui s'étaient inscrits. Juste pour vous informer, j'ai une petite toux, donc parfois ça peut m'arriver, voilà, je prendrai le temps de faire des petites pauses dans la présentation. Mais tout ira bien, il n'y a pas de souci. Donc, aujourd'hui, on est là pour discuter de comment les filières agricoles et agroalimentaires vont pouvoir devenir responsables, mais surtout actrices de leur impact climat. Donc, donc ma présentation va s'être composée en 3 parties. Toute une première partie de contexte pour bien expliquer les enjeux, etc. Et il y aura une partie sur vraiment le panorama des outils qui vont être développés.
Et une troisième partie sur, OK, la plupart de ces outils reposent sur du numérique. Le numérique, c'est bien. Quelles sont ses limites? Sur quoi on peut se reposer sur le numérique, etc. Donc, il y aura un certain nombre de questions qui seront ouvertes et c'est dans ce cadre-là que Marine Deschamps-Guillaume interviendra. Donc, tout d'abord, sur la partie du contexte. Dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, il y a un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau français. J'ai ciblé, vous pouvez voir sur la diapositive, deux secteurs, le secteur agricole et le secteur agroalimentaire, qui sont indiqués également donc, dans le cadre de cette réduction des émissions de gaz à effet de serre. Si on fait un zoom, en 2050, l'agriculture sera un des premiers postes les plus émetteurs. Pourquoi? C'est aussi parce qu'ils vont être contraints de réduire un petit peu moins les années précédentes, mais arrivé à un moment, il arrivera également que le domaine agricole doive également réduire ses émissions. Il faut voir, c'est que les agriculteurs et le monde agricole, en effet, ils portent une part des émissions, ok, mais ils subissent en direct ce réchauffement climatique. Actuellement, ils se posent des questions d'approvisionnement en foin. Eh bien oui, parce que les étés sont trop secs, il n'y a plus assez d'herbe, donc il faut avoir plus de foin. D'autres questions, par exemple, pour les viticulteurs dans le sud-ouest, puisque actuellement, ok, on fait du vin plus sucré, du bon vin, mais à terme, est-ce que ceci sera vraiment pérenne? Donc, et le dernier point du monde agricole, c'est ils ont aussi les capacités de stockage. Puisqu'ils sont un des premiers propriétaires terriens français. Donc, c'est dans les territoires que peut s'effectuer ce stockage. Donc, à la fois, on va devoir réduire les émissions, mais à la fois, on a un potentiel de compensation qui va se trouver dans le secteur agricole. Actuellement, quand on parle donc d'agricole et d'industrie agroalimentaire, où se trouvent ces impacts? Là, j'ai pris 3 produits transformés, un jus de fruits et un jus multifruits, des épinards à la crème et un hachis parmentier avec de la viande. Si on regarde la répartition des impacts, on voit que le hachis parmentier, 95% des impacts sont liés à l'agriculture, à la matière première, plus qu'à la transformation, à l'emballage, etc. 78% encore pour un produit qui n'intègre pas de viande, tel que les épinards. Quand on a des produits très très simples comme les jus de fruits, en effet, là, la part de la matière va réduire. Ceci est pour vous dire que dans la plupart des produits transformés, les impacts vont se situer dans la phase environnementale amont, dans la fabrication à la ferme des matières premières. Une autre façon de voir les choses, si on compare avec d'autres secteurs agroalimentaires, donc les 2 premières parts sont celles qui vont concerner la première, l'agroalimentaire, et le deuxième, l'industrie agroalimentaire, on a clairement dans l'agricole, on voit que ce sont les émissions directes qui sont les plus impactantes. Les émissions directes, ça va être tout ce qui va se passer à la ferme, dans les pratiques agricoles qui vont être émettrices. On a également quand même, et surtout dans le secteur de l'industrie agroalimentaire, une part des impacts qui est liée à l'import-export, qui n'est pas forcément aussi neutre que ça quand on est sur un produit transformé. Donc, si vous voyez un petit peu où je veux en venir, on parle des filières, on parle du secteur agroalimentaire. L'idée de ma présentation, c'est de vous expliquer un petit peu comment ça se passe et comment ces impacts, on va pouvoir les diagnostiquer, les maîtriser au sein de la filière. Donc, l'été dernier, il y a eu un certain nombre, donc il y a eu la loi climat résilience, donc le 22 août, qui, dans le volet mode de consommation et alimentation, renseigne 3 éléments importants par rapport à notre sujet aujourd'hui. En ce qui concerne les pratiques agricoles, la première chose, ça va être donc un objectif de réduction des émissions liées aux engrais. En ce qui concerne les GMS, ça va être donc une augmentation du vrac, et le consommateur, lui, va voir apparaître, quand il va aller faire ses courses, l'affichage environnemental, donc l'éco-score notamment. Donc, ces 3 points-là vont clairement impacter les industries dans leur façon de produire, et on va voir que ça va s'articuler de l'agricole jusqu'au consommateur. Donc,
Le consommateur, il est dans son magasin, et ben, il se dit, OK, je vais voir certains produits, et si je suis sensible à l'environnement, au climat, je vais choisir plutôt des produits qui vont être avec un bon éco-score. Le transformateur, lui, dans la filière, il va se dire, eh bien moi, ce qui m'importe, parce qu'il faudrait que je sois quand même classé A pour être choisi par les consommateurs, c'est donc d'avoir des produits bruts bas carbone, pour faire simple. Les coopératives, elles, qui vont fournir, on remonte petit à petit en amont dans la chaîne, et ben, elles vont vouloir aussi collecter des produits bas carbone. Et donc, l'objectif, il va arriver, l'objectif de réduction d'émissions et d'afficher sur les produits un bon éco-score, il va être répercuté à un moment donné directement chez les agriculteurs dans leur pratique. Eux, ce qu'ils vont se dire, c'est moi j'ai besoin de mesurer, j'ai besoin de piloter ma ferme, j'ai besoin de faire mes investissements pour savoir si demain, comment je peux produire pour réduire mes émissions. Et donc, l'ensemble de la filière va se doter d'outils qui vont reposer sur ces attentes et ces enjeux au sein de la filière. Donc, quand on parle de diagnostic, donc on va parler uniquement du climat aujourd'hui, on parle d'indicateurs. Donc, on a un certain nombre, un panorama d'indicateurs, des fois on arrive à une quarantaine d'indicateurs, etc. L'IDEL propose de les classer en 4 catégories, en ce qui concerne l'agriculteur, les indicateurs de pratique, tout simplement, que fait l'agriculteur, est-ce que, voilà, combien il a d'animaux, etc. Ensuite, on va avoir un petit peu plus calculé les indicateurs d'état. Les indicateurs d'état, ça va être des indicateurs qui vont déjà intégrer un certain nombre de calculs. La gestion des déjections, mais par rapport à une unité de bovin ou des choses comme ça. Ensuite, on a des indicateurs d'émissions. Eux, ça va être, OK, donc j'ai tant de vaches, etc. Elles ont telle alimentation, j'ai telle gestion de mes déjections. Quelles vont être les substances qui vont être émises, qui vont contribuer à l'impact climatique. Et là, donc, ces indicateurs d'émissions, ça va vraiment être de dire, j'ai tant de kilogrammes de CO2, tant de kilogrammes de CH4, tant de kilogrammes de N2O, etc., etc. Donc là, on va parler de flux de substances et de matière dans l'environnement. Et le dernier niveau, qui est un niveau concaténé de l'ensemble de ces premiers indicateurs, ça va être l'indicateur d'impact, qui est issu d'une analyse de cycle de vie. Et là, on va se dire, là, on parle climat, on parle plus CO2, CH4, etc. On se dit par rapport au climat, par rapport au pouvoir de réchauffement global des différents gaz qu'on a pu trouver donc, au 3e niveau des indicateurs. Là, je vais en déduire un impact climat. Je fais juste une toute petite pause. Donc, l'ACV, pour faire simple et pour poser une base, va permettre, ça va être une méthode normée internationale qui va permettre, dans le cadre de l'analyse de cycle de vie, de vraiment avoir les impacts sur l'ensemble de toute la vie d'un produit, donc de la production de matières premières jusqu'à ses fins de vie. Et on va voir le même raisonnement à l'échelle d'une exploitation, on peut faire une ACV à l'échelle de l'exploitation. Donc c'est plutôt donc, ces indicateurs-là qu'on va essayer de trouver dans les outils, dans les panoramas des outils que je vais vous présenter par la suite, même si parfois ce sont des éléments. À savoir également, c'est que l'ACV a un certain nombre de limites, ce n'est pas le sujet aujourd'hui de ma présentation, mais en effet, c'est sujet à discussion. Si je reprends mon exemple des épinards, donc on avait ces épinards à la crème, et je vais vous expliquer pourquoi et comment les émissions, c'est important de les caractériser. On va pouvoir évaluer que le lait qui va rentrer dans ma recette de mes épinards à la crème, le lait moyen France, il est évalué, 1 kg de lait, ça émet 1,18 kg de CO2 équivalent. Et ça va, selon les laits, de 0,93 à 1,52. Je vous affiche le panel, donc on a vraiment un panel et une gamme différente d'émissions selon les cas. Ça va différencier selon quoi ? Les pratiques. Est-ce qu'on est en lait bio, en lait conventionnel ? Est-ce qu'on est herbagé ? Est-ce qu'on a introduit du maïs ou non dans l'alimentation ? Et ça va également dépendre du territoire.
Alors évidemment, les pratiques sont différentes selon les territoires, mais également la structure des sols, la composition des sols, etc. Et ce qu'il faut voir, c'est que d'une année sur l'autre, cela va également être différent, puisque la production de lait ne va pas être identique d'une année à l'autre, même si on a fait des pratiques très similaires. Donc voilà pour poser ces éléments de contexte. Je vais maintenant vous présenter le panorama des outils. Donc, il y en a un très grand nombre actuellement. Je vais vous les différencier selon trois axes. Tout d'abord, les panoramas, les outils qui vont répondre à des demandes filières, donc des outils de filière. Ensuite, je vous présenterai les outils qui sont à l'échelle de l'exploitation. Et enfin, je vous présenterai les outils à l'échelle d'un territoire. Ma présentation ne se veut pas exhaustive, ce n'est pas l'idée de faire un catalogue, il y a déjà des documents qui référencent les outils qui existent, mais c'est de vous présenter un petit peu des classiques ou les différences et la synthèse sur l'ensemble de ces outils, qu'est-ce qu'on peut y trouver, pas y trouver, est-ce qu'on y recherche. Donc, un outil filière, quand j'entends filière, souvent c'est des outils qui vont avoir été créés ou en tout cas développés ou financés par des instituts techniques agricoles. Par exemple, le CAP2ER, qui est un outil plutôt à l'origine construit pour le bovin, JIP pour le porc, etc. Donc on parle de filière, volaille, porc, grande culture, etc. Donc ce sont des outils très performants, très pointus dans leur domaine. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment recenser l'ensemble des pratiques pour la filière pour laquelle ils ont été conçus. Alors, le CAP2ER, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une évaluation simple et rapide de l'ensemble des impacts environnementaux positifs et négatifs. On travaille avec de l'ACV. L'idée, c'est aussi de positionner l'exploitation par rapport à des références, un petit peu comme je vous ai présenté, je vous ai montré donc la flèche avec le lait. Là, ça va être la même chose, c'est-à-dire est-ce que l'exploitant peut positionner ses pratiques par rapport à d'autres, plutôt les émissions de son produit par rapport à d'autres. Donc, il y a un lien assez direct entre les pratiques et les indicateurs en sortie. Il y a également une simulation de levier d'action qui va être permise dans cet outil, qui est assez rapide de visualisation. Donc, le périmètre actuel du CAP2ER, c'est le bovin, le caprin-lait, le bovin viande et l'ovin. Souvent, on parle de campagne agricole quand on fait un diagnostic grâce à l'outil CAP2ER, on est sur une campagne agricole. Donc, c'est basé sur des méthodes IPCC, etc., GESTIM et MEP, qui sont vraiment des méthodologies type ACV. C'est un outil qui a également été évalué et conforme pour la partie gaz à émissions à effet de serre. Le temps de réalisation, en tout cas le temps de collecte, est assez long, c'est une demi-journée, et derrière, il y a des résultats qui sont présentés. Et cette journée de collecte, elle est réalisée par un technicien, ou en tout cas une personne ou un ingénieur, mais une personne formée, qui a été formée à cet outil. CAP2ER aujourd'hui a été pas mal utilisé. Il y a deux niveaux, il faut savoir qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau 1 qui est très rapide. Ce que je vous ai présenté dans ma diapositive précédente, c'est vraiment plus le niveau 2, où là, on va aller dans des pratiques détaillées. JIP, si on regarde donc un petit peu l'équivalent dans le porc, va permettre également d'obtenir 9 indicateurs de performance. On va vraiment avoir des points d'attention sur notamment la gestion des déjections, l'énergie, les déchets. En élevage porcin, en effet, l'énergie peut avoir un impact assez conséquent. Pareil, le même périmètre temporal, on se place sur une campagne agricole. Et il y a également donc, dans l'outil JIP un moyen de visualiser donc, les plans d'action. Le temps est un petit peu similaire, une demi-journée environ pour la collecte des données. Et vous pouvez voir donc, sur la diapositive que je vous présente les points qui sont majoritairement présentés dans cet outil. Alors, un autre outil filière, une fois qu'on a fait un 2 dans la production animale, je passe un petit peu à la production végétale. Donc, EGES, qui va plutôt s'intéresser aux grandes cultures, être plus spécialisé dans les grandes cultures. Je ne dis pas que les autres n'en font pas. Évidemment, quand on a besoin de l'aliment pour les vaches, c'est intéressant de s'intéresser aux grandes cultures. EGES est quand même spécialisé uniquement dans ces grandes cultures. Donc, il va prendre en compte, par contre, vraiment mettre l'accent sur les
points majoritaires, c'est-à-dire les postes qui vont être les plus émetteurs. Donc, on va vraiment voir ressortir d'un diagnostic via l'outil EGES, voilà, quels postes sont les plus impactants. Le temps de réalisation est plus rapide, parce que donc là, on n'est pas dans, on est dans une approche de faire émettre des postes et donner un résultat d'impact. Et également, c'est un outil qui va plutôt être destiné soit à des enseignants, soit à des conseillers techniques, mais également des éleveurs peuvent s'en emparer. Donc, il y a 2 points quand même qui ressortent, c'est l'énergie et le bilan de gaz à effet de serre pour cet outil. L'outil Ovalie, qui va être sur la volaille. Donc là, on a vraiment une approche aussi multicritère. On peut avoir une intégration pluriannuelle aussi donc, dans Ovalie. Et on fait ressortir environ 45 indicateurs. Donc, c'est une vision assez globale. C'est un outil plutôt ciblé pour la recherche. Il est beaucoup utilisé pour des chercheurs. Il va être très précis. Donc, il peut être assez long ou difficile de le prendre en main. C'est plutôt un outil sensible et complet. Enfin, en ce qui concerne donc, les outils qui sont donc, de filière, je voulais vous présenter aussi l'outil Cister, qui est également donc, pour les grandes cultures, mais qui est plutôt terrain, on va dire, qui va être réalisé par des techniciens ou des conseillers agricoles. Cet outil repose sur une vingtaine d'indicateurs. Il va également prendre en compte un volet technico-économique, en plus donc uniquement l'impact climat. Le périmètre est également pluriannuel, donc on va intégrer les rotations dans cet outil. Et on va pouvoir zoomer, dézoomer en fait en fonction du périmètre spatial choisi. Voici un petit peu donc les entrées et les sorties donc, du logiciel Cister. Il va être intéressant pour avoir une vision transversale sur les aspects agronomiques, économiques et climat en fait. Donc, pour faire une synthèse de ce premier panel des outils filières, ça va être des outils vraiment adaptés pour un type d'élevage ou pour l'absence d'élevage, avec une vision produit et une vision poste qui est très marquée, c'est-à-dire on va avoir les émissions pour 1 kg de blé, on va avoir les émissions majoritaires qui vont être l'énergie. Voilà. Toutefois, sur ces outils-là, il va manquer encore quelques filières qui n'ont pas développé leurs outils. Les pépiniéristes, la filière équine, on peut parler des plantes aromatiques et des productions marines. En termes de coût et de temps, c'est assez variable, mais on est quand même de l'ordre d'une demi-journée de collecte. Et également, donc, ça va être plutôt des outils assez complets ou des outils rapides. Quand on réfléchit à l'échelle d'une filière, on va réfléchir par rapport à la production qu'on va venir voir. Mais quand on s'intéresse au climat, on est en transversal. Notamment quand on parle du stockage, pour prendre un exemple, les haies. Une haie, elle va pas être attachée directement à une production si on est un polyculteur ou polyéleveur. Elle peut être entre 2 productions, ou en bordure de champ. Quid si l'agriculteur s'est dit, bon, bah, moi, je vais utiliser tel outil pour faire mon bovin, tel outil pour faire mes grandes cultures, et puis tel autre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de double compte à un moment donné? Également, ça va être la même question en tout ce qui concerne les infrastructures et les outils. Bon, excusez-moi. Tout ce qui concerne les infrastructures et les outils. Donc, dans cette partie-là, tout simplement, comme ça, on va plus être embêté. Hop. Puisque on va mutualiser les outils selon, voilà, il va y avoir des bâtiments qui vont pas forcément être liés, ça va être du stockage, et ben, ce stockage-là, il est partagé, il ne va pas être uniquement pour une production. Globalement, ce sont des outils qui sont quand même assez difficiles de prise en main par les agriculteurs. Il faut être plutôt formé ou accompagné pour prendre en main ces outils.
Les leviers d'action qui en ressortent sont plutôt des leviers d'action génériques, dans le sens donc, spécifique à la filière, mais pas forcément spécifique des pratiques selon les outils. Donc parfois, dans certains contextes, ils ne vont pas immédiatement répondre à un contexte spécifique d'un agriculteur qui va par exemple être déjà en 100% en autonomie et qui ne va pas savoir forcément comment appréhender ce levier et comment le mettre en œuvre. Donc la deuxième partie sur le volet des exploitations, avec des outils avec celle des exploitations agricoles. Donc là, on raisonne la base pour avoir donc, mon impact climatique de mon produit. Je ne vais pas m'intéresser à mon produit, à mon atelier, je vais raisonner à ma ferme. Donc, chaque agriculteur, on va se dire, a un outil où voilà, il évalue son exploitation par rapport au climat et de là, il va dégager des émissions de produits. Donc, sur ces outils-là, je vais vous en présenter 5. L'idée, c'est aussi de ces outils-là, c'est d'être performant pour l'agriculteur, ou en tout cas à viser destination pour l'agriculteur, d'utilisation pour l'agriculteur. Le premier outil, Diater, c'est un outil qui a été pendant 10 ans était un peu la base, un très bon outil qui était très utilisé. Attention, actuellement, il n'est pas maintenu en termes de méthodologie. Donc voilà, il n'y a plus de version accessible. L'objectif de l'outil Diater était vraiment de faire un diagnostic à la fois des consommations d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'exploitation et d'en dégager des leviers d'action. Là, on avait un périmètre temporel qui était d'1 année et qui permettait donc en fait d'agréger et de voir ensemble un certain nombre d'éléments pour pouvoir arriver à un bilan un petit peu plus représentatif et illustratif en tout cas. On avait à la fois un bilan azoté et un bilan carboné et on se basait sur le bilan comptable des consommations d'énergie. Ça permettait d'en dégager un plan d'action. En gros, il fallait compter 2 à 3 jours pour un diagnostic vraiment complet. Voilà un petit peu comment fonctionne l'outil Diater. C'est-à-dire que la base, ça va être l'échelle de l'exploitation. Et à cela, on va y ajouter des ateliers. Un autre outil qui est Carbon Calculator. Donc là, l'idée, ça va être donc d'identifier et d'évaluer donc les sources d'émissions de gaz à effet de serre. Et elles vont être réparties par atelier. De la même manière, on va avoir dans cet outil des leviers d'atténuation des émissions qui vont ressortir de l'outil, qui vont nous permettre de commencer à s'armer pour une démarche de réduction des émissions des gaz à effet de serre. Cet outil est conforme donc, à toutes les normes directives sur l'ACV. Il est assez rapide puisque la collecte et la saisie, c'est à peu près 2 heures et on a un résultat assez immédiat. Perfagro a une autre vision, puisqu'en fait, il va intégrer la vision économique un petit peu. Je vous ai présenté un outil qui intégrait ça aussi dans la vision filière. Là, à l'échelle de l'exploitation, l'outil Perfagro va également intégrer cette vision économique en plus du climat. Perfagro va vraiment être un outil d'aide à la décision agro et économique. Par contre, sur le point de vue donc intégration des pratiques, compréhension des pratiques et périmètre de l'ACV, il va plutôt se baser donc sur la partie climat, sur des valeurs agri-base, donc plus sur des moyennes nationales qui vont peut-être un petit peu s'éloigner des pratiques spécifiques de chaque agriculteur. Le pendant, évidemment, d'avoir un outil qui est performant et très transversal, ça va être le temps pour réaliser l'intégralité d'un diagnostic. Là aussi, ça va être plutôt donc, un outil qui va nécessiter d'avoir des ingénieurs qui vont accompagner ces agriculteurs pour réussir leur diagnostic. Mais c'est un outil, on le voit bien, c'est-à-dire qu'il va intégrer tous les flux qui vont être à l'échelle de l'exploitation entre les surfaces cultivées et les élevages.
Cool Farm Tool, un autre outil qui, lui, a l'avantage d'être très rapide. Donc, on peut avoir un premier niveau de visualisation en 10-15 minutes. Hop, on a un premier résultat. Et après, si on veut le niveau 2, qui est le niveau un peu plus complexe, ça prend 1 heure. Donc, vous voyez, par rapport à l'outil juste avant, c'est un outil qui est beaucoup plus rapide. Pareil, on est sur le périmètre d'1 année. On va se concentrer vraiment spécifiquement plutôt sur les gaz à effet de serre, l'énergie, la biodiversité également va être prise en compte. Par contre, tout va reposer sur des moyennes. Donc, on va être dans le cadre de la CV, mais on ne va pas aller dans le détail des pratiques qui vont permettre de mettre en évidence un agriculteur qui aura déjà travaillé sur un certain nombre de leviers. Il pourra ne pas forcément voir ces leviers-là. Un autre point peut-être de cet outil-là, c'est qu'en cas de souci, il y a quand même une vérification possible par un tiers. C'est-à-dire que c'est un outil rapide, mais il y a quand même ce point où l'agriculteur peut le prendre en main tout seul, mais si on a des questions ou des problèmes, on peut avoir un tiers expert, une tierce personne en tout cas qui revient vers nous. Cool Farm Tool, c'est développé par la Cool Farm Alliance, donc c'est plutôt un ensemble de transformateurs qui sont à l'initiative de cet outil. Pour vous montrer un petit peu le type de tableau de bord que peut présenter cet outil. On a également l'outil FarmTrix. Donc, l'outil FarmTrix va être un outil d'ACV complète qui peut aller intégrer entièrement toutes les spécificités de pratique de l'agriculteur. Il évalue donc la performance vraiment de l'exploitation. Il a une vision transverse de l'exploitation qui intègre donc évidemment toute la partie sol et haies. Il est basé sur des méthodologies agribalises ou sur des méthodologies d'ACV plus complexes. Il a été évalué par un organisme tiers et il peut être utilisé par des agriculteurs. Donc voici un petit peu à quoi ressemble l'outil FarmTrix dans son visuel. Donc il concerne aussi bien les productions végétales que les productions animales. Hop, pardon. Je fais une petite pause et j'arrive. Alors, un autre outil duquel je voulais vous faire part, c'est l'outil Siemens AMG, porté par AgroTransfert, qui lui est un spécialiste du sol. En effet, le sol, c'est transversal. Et donc, c'est un outil qui va permettre de suivre les teneurs en carbone dans les sols, qui va permettre vraiment de faire un modèle du calcul du bilan humique dans les sols. Donc, demain, avec telle pratique, quel va être le carbone dans mon sol? C'est un outil qui est plutôt utilisé par les chercheurs ou par des agriculteurs, mais indirectement, qui sont plutôt aidés dans cette démarche. C'est un outil qui est assez rapide d'utilisation, plutôt une demi-journée. Donc, pour faire une synthèse sur ces outils d'exploitation, l'idée, c'est qu'ils vont être adaptés pour un ensemble de productions agricoles. Donc, là, on ne raisonne plus la filière, mais l'exploitant, il va modéliser son exploitation, il va évaluer son exploitation. Pardon. Il va également intégrer donc, les rotations de ses cultures et les flux donc, entre sa production végétale et sa production animale. Par contre, comme c'est un outil, comme c'est plutôt à l'échelle de l'exploitation, comme limite, certaines pratiques peuvent, dans certains outils, ne pas forcément être prises en compte, telles que les serres ou les cultures pérennes actuellement.
Parfois, ce sont des outils qui sont en anglais, donc pas forcément disponibles pour tout le monde. Globalement, si on regarde donc, ces outils à l'exploitation, on a un petit peu deux typologies qui se distinguent. Des outils complets, plutôt assez longs, qui vont être très performants, ou des outils rapides qui vont permettre de donner la visualisation. Un petit point de veille que je voulais faire relever, c'est attention entre des outils qui vont uniquement traiter du carbone à l'échelle d'exploitation, et des outils qui vont aller jusqu'à l'impact climatique. C'est deux choses qu'il faut bien différencier dans les outils. Donc, ce qui m'amène à une troisième partie, une autre façon d'appréhender ces outils, ça va être les outils de territoire. Alors, pourquoi s'intéresser au territoire alors que je vous parle plutôt de filière? L'idée, c'est que actuellement, on a des marques qui s'intéressent vraiment au local. On va dire Saveurs de Normandie, la marque Bretagne, etc. Donc là, en fait, on va s'intéresser à l'échelle du territoire. L'échelle du territoire, ça va être une autre approche par rapport à l'approche filière ou à l'approche exploitation. Ça va être un ensemble, ça va être vraiment un ensemble. C'est-à-dire, on va regarder soit un ensemble de parcelles, soit carrément une zone, quels que soient en fait les aménagements et ce qui se passe sur cette zone. Donc, on a une vision plus générale qui va vraiment être fondée sur l'aménagement des terres. Ces terres, par quoi elles sont occupées. L'idée, donc là, je vais vous présenter 3 outils qui peuvent répondre à ces outils de territoire. Tout d'abord, l'outil Aldo. L'outil Aldo, donc lui, il va permettre vraiment de s'intéresser au stock de carbone organique dans les sols. Il va également intégrer toute la partie biomasse, quelle est la biomasse qui va pousser sur mon sol. Et notamment, il va y avoir un focus qui va être amené sur la partie bois et forêt. L'idée de l'outil Aldo, c'est de montrer et d'évaluer tout ce qui est dynamique de stockage, déstockage, qui va être lié au changement d'affectation des sols. Donc, si je détruis une forêt pour y faire de l'agriculture, qu'est-ce qui se passe? Ou si je réimplante une forêt sur un sol agricole, qu'est-ce qui se passe? Etc. On est plutôt sur un périmètre temporel annuel ou pluriannuel. Ça va être, Aldo est un outil qui est compatible avec le plan climat, air, énergie. C'est une collecte qui est assez rapide puisque c'est environ 2 heures, mais c'est un outil qui est quand même plutôt ciblé pour les chercheurs et les collectivités. ABC Terre, donc, qui est porté par Agrotransfert à nouveau, c'est un outil qui va vraiment s'intéresser à la teneur en carbone dans les sols. L'idée là, ça va être donc une vision parcellaire et d'avoir sur chaque parcelle, qu'est-ce qui s'y passe, et de concaténer un ensemble de parcelles et un ensemble d'informations pour arriver à un résultat de bilan de gaz à effet de serre au niveau d'un territoire, d'un espace. ABCTA repose sur l'outil Syméos AMG que je vous ai présenté précédemment. Et donc, le périmètre temporel de cet outil va être pluriannuel pour prendre en compte des pratiques justement pluriannuelles. Enfin, l'outil Climagri. L'outil Climagri, lui, ça va être un outil qui va être aussi donc, très performant pour tout ce qui va être consommation d'énergie, émissions de gaz à effet de serre et les productions de matières premières agricoles. Donc, il va rassembler vraiment à la fois le volet agriculture et aussi le volet forêt qu'on a pu voir dans d'autres outils. Il va y avoir donc ces 2 focus sur la consommation d'énergie et sur les GES. Il va y avoir également un focus sur le stock de carbone qui va être différent selon la biomasse, les sols, le type de sol et leur occupation. Et ce qui va être intéressant, c'est d'y ajouter un petit peu la performance nourricière d'un territoire qui a un autre volet en plus de ce qui est proposé. C'est plutôt un outil vraiment d'animation qui est
très intéressant pour faire de la sensibilisation ou pour animer des sujets de réflexion, en fait. OK, à l'échelle du territoire, qu'est-ce qu'on fait demain et comment on le fait? Il va permettre à la fois de faire le diagnostic, mais également des simulations. Donc, si on fait une synthèse de l'ensemble de ces outils, ce qu'il va falloir, ce à quoi il va falloir réfléchir, c'est est-ce que je veux visualiser des résultats ou est-ce que je veux un outil d'aide à la décision? Est-ce que je veux être précis et réel à ma pratique ou est-ce que je veux voir un premier flash de « OK, grosso modo, voilà mes postes, voilà, il faut que je travaille, bon, voilà où j'en suis ». L'autre point, ça va être de dire « OK, est-ce que je souhaite que mon agriculteur il soit indépendant ou pas, ou est-ce que je préfère qu'il soit accompagné et qu'il y ait un technicien ou un conseiller ou un ingénieur qui fasse la démarche avec lui. Et est-ce que j'ai les moyens de mettre ça en place également? Un autre point, c'est qu'on a certains outils qui peuvent être un petit peu des calculateurs Excel ou voilà, des calculateurs un petit peu simplifiés. La question est de se dire, ou des outils indépendants, la question est de se dire, OK, moi, mon agriculteur, est-ce qu'il a déjà un outil? Et est-ce que l'outil que je vais lui proposer, il est intégrable ou non avec ces autres outils? Ce qui m'amène un petit peu à la troisième partie, qui va être le numérique, puisque mon agriculteur, il a quand même déjà une certaine vision des outils, il en connaît certains, il en a utilisé d'autres, etc. Qu'est-ce qui va faire, voilà, comment il va pouvoir travailler la version climat et en quoi le numérique va être un accélérateur pour lui, comment on va pouvoir demain respecter en fait ses objectifs, atteindre cet objectif de réduction des émissions et qu'en 2050, on sache où on est et qu'on arrive à stocker du carbone. Donc, le premier point, dans tout ce que je vous ai présenté, il y a quand même la collecte, c'est un élément important qui n'est pas négligé. Ça prend du temps. Ça prend du temps aux spécialistes, ça prend du temps aux agriculteurs. Et c'est de là que part la donnée. C'est de là que le résultat va sortir. Donc, c'est quelque chose de chronophage et qui nécessite soit une formation du personnel dédié, soit une formation de l'agriculteur. Pour illustrer un petit peu mon propos, il y a différents types de données. Soit l'agriculteur va faire une déclaration, il va émettre une donnée déclarative. Voilà, il dit, bon, moi, j'ai fait tel itinéraire technique sur mon colza. OK. Cette donnée, elle peut être avec un niveau de validation complémentaire qui est de dire, voilà, elle a déjà été vérifiée, au moins traduite. Parce que la déclarative, si par exemple la question a mal été comprise, l'agriculteur remplit un chiffre qui n'est peut-être pas le bon ou pas la bonne unité, etc. On peut aller très loin par la suite. Et le dernier niveau, c'est d'avoir une donnée certifiée qui, là, va être tamponnée. Également, en termes de données, on peut avoir deux types de données. On a de la donnée générique, qui est un petit peu de la donnée moyenne. Voilà, en fait, on a un itinéraire technique. On sait dans la bibliographie que pour faire un colza conventionnel, globalement, on peut le faire de cette façon, avec cet itinéraire technique. Mais les agriculteurs ont, eux, des données spécifiques à leur exploitation, au nombre d'hectares qu'ils vont avoir de disponibles, aux outils qu'ils ont disponibles, aux produits qu'ils utilisent, etc., et au rendement de l'année sur laquelle ils ont réalisé le diagnostic. Donc, est-ce que, à un moment, pour avancer et pour essayer d'arriver à une collecte de données plus facile, est-ce qu'il faut croiser des données? Est-ce qu'il faut la partager? Il y a quelque chose à faire, en tout cas actuellement, c'est plutôt un verrou, un frein, quelque chose qu'il faut bien réfléchir et se dire, bon, voilà, la collecte de données, ça va être un point qui va être peut-être pas le plus facile, puisqu'on sait calculer. Maintenant, comment je collecte la donnée pour la faire entrer dans mon outil? Ensuite, une des questions qui peut se poser, c'est OK, alors moi je suis agriculteur, je me mets dans mes bottes d'agriculteur. Cette donnée, elle devient quoi en fait? Et qui est propriétaire? Donc voilà, où elle va cette donnée? Dans le cadre, si on pense filière, je vais avoir la donnée affichée sur un produit. Est-ce que c'est cohérent avec là où elle a été produite? Aussi,
un autre point important, c'est que les agriculteurs, ils travaillent sur leur lieu de vie. Ils vivent avec leur famille sur leur lieu de travail. Donc, leur numéro de téléphone, leur email, etc. Et souvent, personnel et professionnel, c'est très proche. Donc, attention sur toute la partie RGPD. Et enfin, est-ce que ces agriculteurs, ils sont informés de leurs droits? Est-ce qu'ils sont, la donnée, est-ce qu'ils savent à quoi elle va servir, etc. Donc, il y a toute une question de réflexion à se dire, oui, la donnée, c'est pas n'importe quoi, en fait. Il y a quelque chose derrière. Enfin, pour ouvrir encore le débat, et ensuite je permettrai à Marine de prendre la parole pour nous éclairer un petit peu sur toutes ces questions. Cette donnée dans la filière, comment elle va être tracée et comment elle va passer d'acteur en acteur pour arriver jusqu'à mon produit final. Est-ce que comment donc ces indicateurs d'impact du changement climatique va aller de l'un à l'autre? Si je pars de l'agriculteur, ok, il va dire cette année-là, mon litre de lait, il a émis 1,05 kg de CO2 par kilogramme de lait. Ok, sauf que ça arrive dans une cuve à la coopérative ou à l'organisme de stockage. Ah oui, c'est mélangé avec le lait de l'agriculteur voisin ou le lait qui vient de plus loin. Et dans mon produit transformé, c'est encore autre chose puisque peut même y avoir de l'export qui intervient. Donc, se pose une question de traçabilité, de comprendre cette donnée et de la verrouiller. Est-ce que la blockchain peut apporter des réponses par rapport à cette traçabilité? Le point, c'est par rapport à ces questions de propriété de la donnée, qu'est-ce qui se passe pour la donnée une fois qu'elle a été transmise? Qui en est le propriétaire? Qui en est le fabricant? Est-ce que c'est la métadonnée? On a des modèles un petit peu différents, mais est-ce qu'on a une valorisation en connaissance d'une donnée déclarative ou d'une donnée validée? Actuellement, vous avez sans doute entendu parler du label bas carbone, donc c'est une valorisation. Il y a tout un nombre de données qui sont recueillies et donc qui vont permettre à l'agriculteur de valoriser ces pratiques qu'il a fait sur son exploitation. C'est des questions que je pose et que je vais poser à Marine. Je te passe la main. Merci Marie-Charlotte. Bonjour à tous. Donc, je suis Marine de Champ-Guillaume, responsable projet chez OKP4. Donc, on travaille justement sur ces enjeux de la valorisation des données. Alors, Charlotte, je n'ai pas la main, donc je vais te laisser changer la slide, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Tac. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la donnée en elle-même, elle n'a pas de valeur. C'est plutôt même une source de coût. De coût, pourquoi? Il y a le coût de la saisie, donc Marie-Charlotte m'a parlé. Il faut souvent une demi-journée à l'agriculteur, voire même un technicien qui va l'accompagner pour aller saisir les données dans un outil. C'est aussi des coûts de stockage. Et en elle-même, la donnée, c'est seulement une description élémentaire d'une réalité, donc elle n'a pas de valeur. C'est sa contextualisation, son agrégation, donc tous les traitements qui vont être appliqués aux données, qui vont permettre de créer des connaissances, de prendre des décisions, d'automatiser certains processus et de porter des innovations. Et c'est ces connaissances qui ont une valeur ajoutée. Pour maximiser la production de connaissances, et notamment des connaissances pour répondre aux enjeux climatiques, il faut encourager au partage de données pour croiser un maximum de données qui appartiennent, qui sont dans différentes bases de données qui peuvent appartenir à différents acteurs. Aujourd'hui, on a des freins au partage de données. Il y a un premier frein qui est le non-alignement des intérêts, puisqu'aujourd'hui, on a d'un côté ceux qui ont la donnée, par exemple les agriculteurs, et de l'autre, ceux qui ont besoin de connaissances. Ça peut être plutôt les acteurs en aval, ou alors les chercheurs. Il y a plusieurs acteurs qui ont besoin de connaissances, qui ont besoin d'avoir accès à ces données. Or, aujourd'hui, les modèles économiques qui existent sont plutôt basés sur des modèles économiques de biens rivaux, c'est-à-dire, par exemple, le blé est un bien rival. Si moi, je vous vends du blé, je n'ai plus ce blé, mais en échange, j'ai de l'argent. La donnée, c'est un bien non rival. Donc, je peux vous partager ma donnée, mais je l'ai toujours. Et donc, il faut des nouveaux modèles économiques qui puissent aligner l'intérêt entre ceux qui ont les données et ceux qui en ont besoin pour créer des nouvelles connaissances. Ensuite, on a un second frein qui est le manque de confiance pour s'assurer du respect des consentements qui ont été accordés à l'utilisation d'un jeu de données.
savoir si tel ou tel acteur a la permission de les utiliser ou pas. Et enfin, la sécurité, tout simplement, des bases de données. Enfin, il y a des difficultés techniques d'interopérabilité, de référentiels communs et de protocoles de partage et d'échange. Donc, quelle solution, Marie-Charlotte, quelle solution pour le partage de données? Donc, pour résoudre ces contraintes, il faut que on peut produire des infrastructures de partage de données, mais il faut qu'elles répondent à 3 contraintes. La première, c'est de permettre la portabilité simple des données pour permettre à un acteur de ne pas être prisonnier d'un outil et de pouvoir dire, si je veux utiliser tel ou tel outil, je vais pouvoir récupérer les données et les intégrer dans un autre outil. Il faut aussi exiger un maximum d'inclusivité et de transparence sur l'usage des données, donc une traçabilité de toutes les données. Et enfin, ne pas utiliser il ne faut pas que les organisations de partage de données utilisent leur position centralisatrice de monopole pour extraire un maximum de valeur, mais au contraire, mettre en place un modèle économique qui permette d'aligner les intérêts entre tous les acteurs et pour les inciter à partager leurs données. Pour ça, il y a une alternative qui sont les organisations décentralisées basées sur la technologie de la blockchain. Donc, vous en avez sûrement entendu parler avec la crypto-monnaie du Bitcoin, c'est le premier usage de la blockchain. La blockchain, elle permet de créer des consensus décentralisés, donc que tous les acteurs de l'écosystème choisissent des règles pour cet écosystème et ne pas dépendre de tiers de confiance qui ont un monopole. Donc, je te laisse passer à la slide suivante. On peut créer des écosystèmes de partage de données qui sont des data spaces, qui sont bâtis autour de 3 piliers. Le premier, c'est la gouvernance. C'est que créer un data space entre plusieurs acteurs qui partagent plusieurs jeux de données sans les échanger, c'est-à-dire qu'ils peuvent décider de règles où un acteur a accès ou pas aux données ou a accès à la connaissance. Donc, un écosystème va définir toutes les règles d'accès, de traçabilité et de rétribution. Donc là, je passe au 3e point. Chaque acteur va pouvoir être rétribué à hauteur de sa contribution puisque la blockchain aura tracé toutes les contributions pour créer chaque connaissance. Et enfin, le 2e point, c'est le consentement, puisque tous les consentements associés à chaque jeu de données vont être tracés et sauvegardés et même vont pouvoir être audités dans la technologie blockchain. Donc, tout cet outil, ces écosystèmes, ils vont permettre d'avoir une traçabilité totale, pas forcément la transparence, ça ne veut pas forcément dire la transparence sur tous les jeux de données, et de partager sans échanger pour inciter les acteurs à partager leurs données, créer des nouvelles connaissances. Et ça peut être, pour faire le lien avec la présentation de Marie-Charlotte, ça va permettre d'une part d'enrichir les outils qui vont permettre d'avoir les outils d'OAD, par exemple, sur les enjeux climatiques, mais aussi, ça va permettre de limiter le temps qui est alloué à la récupération des données en utilisant d'autres bases de données externes qui vont pouvoir, par exemple, valider. Donc, je donne un exemple. Si on a des données déclaratives des agriculteurs, plutôt que de devoir avoir des données certifiées par un organisme certificateur, on va pouvoir croiser ces données déclaratives avec des données d'imagerie satellite pour bien vérifier que les données ne présentent pas d'anomalie. Et je te laisse continuer, Marie-Charlotte. Merci. Donc, voilà un petit peu une façon de gérer ces données donc, et ce partage de la donnée, surtout. Merci, Marine. On est dans le cadre du numérique. OK, donc le numérique, on voit, il y a des solutions. On sait que ça va permettre d'accélérer. C'est ce qui va nous permettre d'évaluer les émissions qu'on va émettre pour chaque produit, pour l'exploitation sur un territoire. OK, on part de ce constat-là. Donc, OK, le numérique va accélérer, va nous permettre d'y arriver. Toutefois, une réserve qui est de
ça ne se fera pas si les personnes, et là je parle bien des personnes, ne prennent pas en main le sujet. C'est-à-dire qu'au-delà, donc certes, ok, il va y avoir la réglementation qui va arriver d'un côté, sauf que derrière, dans l'action, c'est les personnes qui vont mettre en place les choses. Donc ça, c'est un temps, et c'est un temps de se former, de comprendre, d'apprendre, voilà, et d'avancer sur ce sujet-là qui n'est pas négligeable. Un autre point, c'est un utilisateur n'aura pas ou a des difficultés à utiliser un outil numérique s'il n'y trouve pas un sens et une valeur ajoutée. Et c'est d'autant plus vrai pour les agriculteurs qui sont sur leur tracteur, qui n'ont pas forcément le temps, qui se disent pourquoi moi je vais rajouter ça en plus. Une autre limite auquel il faut penser quand même sur le numérique, c'est que, eh bien évidemment, la 4G n'est pas la même, Internet à distance n'est pas le même partout dans toute la France. Donc, par rapport à mon introduction, c'est dans la filière que ça se passe. L'idée, c'est, s'il y avait des choses à retenir, c'est que il y a des obligés qui vont être les plus émetteurs et qui souvent se trouvent à l'aval de la filière. Et comme c'est les plus émetteurs, ils vont réduire déjà leurs activités, mais ils vont aussi remonter dans la filière et ils seront peut-être intéressés pour compenser ou acheter des crédits carbone. Il y aura aussi les distributeurs qui vont être dans le marché, dans ce marché-là. Et d'autre part, si on repart de l'amont, les agriculteurs qui vont être la majeure partie, qui vont représenter le gros poids des matières premières dans les produits transformés, ils vont pouvoir réduire leurs émissions, mais ils vont également pouvoir produire des crédits carbone et augmenter les capacités de stockage. Donc, est-ce que ça va venir de l'aval ou de l'amont? C'est une question. Afin de donner une autre perspective à cette présentation, actuellement, ce que je vous ai présenté, les outils, c'est de l'évaluation. Je suis dans l'évaluation. L'idée, c'est d'être dans une démarche de progrès. Au-delà d'évaluer, c'est que chaque année, on y repasse et hop, on diminue, on diminue. L'idée encore qui vient demain, c'est je mesure. Est-ce que, une fois que j'ai changé mes pratiques, concrètement, mes modèles d'équations qui m'ont permis de calculer mes émissions par quintot de blé ou par kilo de lait, est-ce que dans les mesures, je vais vraiment réduire mes émissions de CO2? Une autre ouverture, et j'ai vu qu'il y avait quelques questions à ce sujet, c'est que j'ai focalisé ma présentation sur le climat, ce qui est bien normal, on est au SVC, mais attention à garder un regard sur l'ensemble d'autres indicateurs et également sur la responsabilité sociétale des entreprises. Il y a d'autres sujets qui sont amenés et qui peuvent, généralement qui ne sont pas en opposition, hein, c'est pas l'idée, mais la biodiversité, qui peuvent être d'autres sujets intégrés dans cette réflexion d'évaluation et de démarche de progrès. Voilà, je vous remercie. Ça va être le temps des questions-réponses. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Il y a 2 nouvelles questions qui sont arrivées. Donc, il nous reste encore du temps pour vos questions. Donc, je vais me permettre d'y répondre. Tac, tac, tac. Alors, donc, quels intérêts de ces outils pour un agriculteur? Pour une entreprise, je comprends l'intérêt de mesurer pour réduire ses émissions dans le cadre de la RSE, par exemple, mais pour un agriculteur, je ne vois pas. Alors, pour répondre à cette première question, et je répondrai à la deuxième, actuellement, donc, pour un agriculteur, ça peut avoir un premier intérêt, ça va être en termes d'investissement. Je parle par exemple pour des bâtiments de chauffage. Je parle par exemple pour des machines ou des choses comme ça. Est-ce que demain je roule au biodiesel? Point d'interrogation. Est-ce que demain je mise sur un bâtiment où une serre chauffée, non chauffée? Pareil en élevage. Donc ça va avoir un intérêt de se dire, ok, dans ma vision future, je prends ça en compte parce que si j'investis aujourd'hui, j'en ai pour peut-être 10, 15, 20 ans derrière. En tout cas, le temps d'amortissement d'utilisation et d'amortissement de mon infrastructure. L'autre point, il ne faut pas l'avoir, c'est que et c'est au lien avec la réponse que je viens de donner, c'est que les investisseurs sont de plus en plus, les financeurs sont de plus en plus
sensibles au sujet climat et environnement, ils arrivent maintenant à demander, à dire, on voit par exemple les fonds verts, etc., qui arrivent, au-delà de valider un prêt et un achat sur un projet, ils valideront également le point climat et ou environnement, selon les cas. L'autre intérêt pour un agriculteur, c'est que demain, il va valoriser plus cher ses produits. Donc, au-delà de si par exemple, c'est pas fait, hein, je dis pas. Mais si demain, on va vers cette démarche et cet affichage bas carbone, quand j'aurai besoin du blé bas carbone pour faire un burger qui soit bas carbone, je prends un exemple parmi plein, eh bien, vous pourrez répondre à ce cahier des charges. Si vous n'êtes pas entré dans cette démarche et si vous n'y allez pas maintenant, vous serez en dehors de ces cahiers des charges. Y a-t-il un avantage financier en cas d'utilisation de ces outils? Donc actuellement, oui et non. Il y a un outil qui actuellement projette une rémunération des agriculteurs. Sinon, non, il n'y a pas d'avantage financier directement proposé par rapport à ça. Quel est l'intérêt de dépenser tant d'argent, d'énergie et de temps pour un résultat incomplet et incertain? Les solutions pour réduire les GES dans l'agriculture sont connues. Alors, en effet, il y a une démarche. Alors, en effet, je peux comprendre, on se dit, on se lance dans les actions, etc. Parce que oui, en effet, on sait, j'entends tout à fait la remarque, sauf qu'on ne sait pas combien. L'idée là, c'est j'ai une balance. Donc, voilà, ça c'était les méthodologies de calcul. On a la balance, je passe sur la balance, je sais combien je pèse en carbone, je sais combien mon produit pèse en carbone, et donc je sais combien il va y être. Sur l'affichage environnemental, de toute façon, la donnée, il faut qu'elle y soit. Donc à un moment, en fait, il faudra mesurer. Les solutions, en effet, elles sont là, et ça, je suis d'accord, on peut déjà les mettre en place. Voilà, il y a déjà un certain nombre de choses qui sont là. Par contre, on aura, quoi qu'il en soit, besoin de mesurer pour vérifier. Par exemple, je ne l'ai pas mis, mais j'ai mis l'illustration, la trajectoire ACT et le Science Based Target. L'idée, c'est, OK, je réduis, mais je réduis de combien? Est-ce que je suis vraiment dans ma bonne courbe de décroissance ou pas? Quelle est la proportion des exploitations utilisant ces outils? Alors peut-être Marine, j'ai des chiffres en tête, peut-être que tu en as d'autres, je ne sais pas si tu veux intervenir sur cette question. La proportion des exploitations utilisant les outils. Donc il y a outils numériques et outils en général, je pense. Alors moi, le chiffre que j'ai en tête, c'est 30%, mais c'est plutôt un chiffre pour les outils de gestion parcellaire. Après, les outils pour faire des bilans carbone et des bilans sur les enjeux climatiques, je n'ai pas forcément de chiffres, donc je te laisse, tu en as peut-être des plus précis que moi. Oui, alors, il y a aussi, donc, tout dépend des proportions des exploitants. Donc là, on parle des exploitants qui utilisent l'outil. Faut savoir aussi, c'est que sur ces outils, on peut créer un compte. Et derrière, en fait, le compte est juste créé et ça ne tourne pas, quoi. Donc, ça dépend des outils. Vous avez vu, je ne sais pas, certains outils, il y a déjà 22 000 exploitations qui sont faites. Ça reste encore, par rapport au nombre d'agriculteurs, je vous laisse un petit peu. Et ce n'est pas réalisé par l'agriculteur, c'est utilisé avec une aide d'un technicien. Alors, la question par rapport à je ne comprends pas pourquoi vous comptez les haies. Le GHG protocole dit qu'il ne faut pas compter les puits de carbone dans son bilan carbone. Tout à fait. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on discute tous les jours avec les agriculteurs. Et il y a même d'autres sujets hein, où on pose des questions sur la méthodologie, pourquoi ça c'est le climat, mais ouais, mais la photosynthèse, voilà, il y a du carbone partout, voilà, je ne comprends pas. Donc, on a d'un côté les émissions et l'obligation de réduire ces émissions. On a de l'autre côté le stockage et la valorisation de ce stockage sous forme de crédit type label bas carbone. Il n'y a pas que ça, j'en parle un parce que c'est celui qui est par le ministère. Donc, il faut bien entendre que
on évalue les émissions dans le cadre de l'ACV et à côté, on a un potentiel de stockage. C'est deux choses différentes qui n'interviennent pas typiquement directement de la même façon, en tout cas dans le compte, en effet. Alors, existe-t-il un outil qui considère également la bientraitance animale dans les indicateurs? Alors oui, il y a des outils qui s'intéressent, plutôt les outils filières qui vont vraiment être spécifiques. Il y a des outils autres qui s'intéressent qu'à le bien-être animal. Alors, j'en ai pas du tout parlé parce que j'étais vraiment focus sur le climat. Mais en effet, ça existe. Tout est question de qu'est-ce qu'on met dedans et c'est-à-dire que là, moi, j'ai une approche produit fini, transformé, sauf que quand on parle de bien-être, eh ben, non, en fait, il faut regarder tous les animaux qui ont fait partie pour arriver à ça. Donc, si on parle de lait, on parle de la mère et de son pour illustrer un petit peu mon propos. Alors, tac. Qu'appelez-vous acidification de l'air? Oui, c'est peut-être une simplification un petit peu, en effet, c'est plutôt acidification des milieux. L'idée, c'est de relâcher des molécules d'hydrogène H+, dans l'eau, dans le sol, etc. Donc, c'est de créer une acidification, ça peut venir par les pluies acides, etc. C'est pour ça, mais c'est pas... Voilà, je vois d'autres questions qui arrivent en parallèle. Alors, tac. Alors, il est aujourd'hui connu que les impacts du numérique, notamment sur le changement climatique, ne sont plus du tout négligeables et vont continuer de grandir, entre autres avec ces nouvelles technologies, dont la 5G et la blockchain. Les impacts de la mise en place et de l'utilisation de ces outils doivent être nécessairement pris en compte pour être certain que les améliorations qu'ils apportent seront effectives dans une perspective bilan. Il faut donc, avant le déploiement, mener des études intégrant l'impact de ces outils, en plus de ceux qu'ils permettront d'économiser. Cependant, les ACV associés ne courent pas encore les raies. Quelles sont vos réflexions à ce pareil, Marine, je ne sais pas si tu veux... Alors, c'est juste que les ACV sur ce sujet on a encore peu d'éléments, mais qu'il faudrait évidemment les intégrer. Alors, moi, je vais plutôt répondre par rapport à la blockchain parce que c'est la technologie que je connais le mieux par rapport à la 5G. On entend beaucoup de critiques sur la blockchain, notamment parce que le premier usage de la blockchain, c'est la blockchain Bitcoin, qui est basée sur une technologie de consentement qui s'appelle la preuve de travail, qui fait que pour valider des transactions, il faut engager de gros calculateurs très consommateurs d'énergie. Donc, ce sont ce qu'on appelle les mineurs. Ils consomment de l'énergie pour prouver qu'ils travaillent et donc valider des transactions entre deux personnes qui échangent du Bitcoin. Cette technologie, effectivement, consomme énormément d'énergie. Mais petit à petit, il y a de nouvelles technologies qui arrivent, avec notamment la preuve d'enjeu, qui consiste à plutôt parier une somme d'argent, une somme de jetons, pour pouvoir valider les transactions. Et donc, cet impact va diminuer dans les prochaines années. Par rapport à la 5G, je n'ai pas beaucoup plus d'éléments, mais effectivement, c'est un élément qu'il faudra avoir et après, il faudra évidemment, il faudra le calculer pour les différents systèmes qui existent parce qu'il y a différents outils, différents flux de données aussi, donc il va falloir le faire pour chaque système. Si je peux compléter certains points, donc actuellement, voilà, il y a des technos qui sont un petit peu plus économes aussi. C'est un peu, voilà. Il y a aussi, par exemple, l'outil FarmTrix, lui, il est basé sur des serveurs français. Donc, il y a certaines choses qu'on peut faire. Je ne dis pas que c'est la solution et que voilà, mais on peut travailler aussi
sur du numérique en réfléchissant à une autre dimension. En effet, hein, je pense que... Mais clairement, actuellement, même si on intègre du numérique un petit peu plus, la majeure partie, hein, si on a un produit, ça va être un produit transformé, ça va être les matières premières. La matière première a vraiment un impact très majoritaire sur les 98% du hachis parmentier. On restera avec quelque chose qui est très majoritaire sur la matière première, et même si on intègre cette technologie blockchain. Alors, tac. Alors, sauf erreur de ma part, beaucoup, ou voire tous, de ces outils sont faits par la filière agricole et utilisés par la filière agricole dans le but de valoriser ses produits. N'y a-t-il pas un risque de conflit d'intérêts ? Alors, j'essaie de comprendre le sens de la question. N'y a-t-il pas un risque de conflit d'intérêts ? Donc, l'idée, ce serait qu'il y ait un conflit par rapport aux autres acteurs de la filière. Alors, je suis désolée, peut-être de repréciser cette question pour que je sois bien sûre d'y répondre. Si je peux me permettre, Marie-Charlotte, de mon point de vue, il n'y a pas forcément de conflit d'intérêt parce que ceux qui ont finalement besoin de ces informations pour les valoriser, ça peut être l'aval de la filière, donc les grandes marques, mais ce ne sont pas les grandes marques qui utilisent, qui ont ces outils. C'est plutôt les outils sont, comme tu le montrais, ils sont plutôt développés par des instituts techniques ou des associations indépendantes. Non, c'est une question. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Oui, dans le panel que j'ai montré, il y a aussi des privés qui développent des outils. Mais en effet, il y a différents acteurs qui développent des outils. Alors, est-ce que ces outils sont spécifiques à la France ou peuvent-ils être utilisés dans d'autres territoires étrangers ? En effet, alors, j'ai présenté majoritairement des outils français. La difficulté d'exporter ces outils va tenir dans d'autres choses. Le climat. Donc, en fait, les modèles de calcul d'émissions des gaz à effet de serre ne va pas être le même selon les climats. Travailler ou mettre des engrais sur un sol en France par rapport à mettre des engrais sur un sol tropical, etc., ne va pas du tout avoir le même impact. L'autre chose, c'est que les modèles sont pas les mêmes. Les modèles, je veux dire. Les avancées ne sont pas aussi précises. Donc, on travaille avec l'INRAE, je connais aussi un petit peu les travaux du CIRAD. Actuellement, les modèles d'azote dans les cultures exotiques ne sont pas aussi précis, aussi fins que les modèles français qui ont plus avancé là-dessus. Par contre, si on parle aux États-Unis, etc., oui, il y a des choses qui peuvent correspondre. La Cool Farm Tool, par exemple, lui, il est à la base, donc il est américain, donc il est complètement compétent. Et, je veux dire, il peut aussi s'exporter aux États-Unis. Mais c'est un outil qui est basé sur des moyennes. Donc, c'est pour ça qu'il fonctionne un petit peu partout. Globalement, c'est quand même des outils qu'on peut utiliser plus spécifiquement en France, qui s'exportent dans certaines mesures. L'outil FarmTrix actuellement va être sans doute peut-être le plus mobile, mais sans doute d'autres, Simio CMG aussi, je pense, mais je connais moins les acteurs évidemment, vont pouvoir être plus modulaires. En fait, ce qu'il faut chercher, c'est est-ce que derrière vous avez des personnes ou les modèles de calcul qui vont s'adapter au contexte à l'étranger et selon le pays où vous êtes. Si c'est les Pays-Bas, l'Espagne, bon voilà, d'un point de vue climatique, on est assez proche. Par contre, si on s'exporte plus loin, non, on va être plus en difficulté. Merci pour les commentaires. Maroc, ok, Maroc,
on a quand même un climat assez différent. Les sols aussi sont quand même différents. J'émettrais des réserves, c'est-à-dire, c'est une première approche, il n'y a pas de souci. Contacter quand même les personnes qui portent ces outils-là, de leur dire, bah voilà, au Maroc, vous le faites, est-ce que vous le faites et vous le faites comment? Et voilà, vous aurez des réponses. Parfait. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, on peut terminer là. Je ne sais pas si vous aviez une conclusion l'une ou l'autre ou c'est OK de votre côté. C'est bon de mon côté. Ok, très bien. On reste disponible si question de toute façon.